Bonjour Anthony. Bonjour Christophe et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, nous allons parler des banques et du financement. Ouais, on va parler avec nos deux invités non seulement du financement, mais aussi de la relation que les entrepreneurs peuvent avoir avec leurs banquiers, puis comment est-ce que les banques peuvent aider les entrepreneurs dans leur parcours. Donc, pour en parler, on a deux personnes cette fois-ci. On a Aïcha Gerba, qui est directrice de compte commercial en jeux vidéo et nouveaux médias. Et on a Patrick Caden, conseiller financier chez RBC Gestion de patrimoine. Ouais, donc ça va être un podcast qui va être super intéressant, qui va, je l'espère, répondre à beaucoup de vos questions, vos intrigues et peut-être démystifier quelques trucs là, qui peuvent entourer le monde financier. Donc, si ça vous intéresse, ou si le podcast en général vous intéresse, lancez-nous un like, que ce soit sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez, là, que ce soit YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer aucun épisode. On a plusieurs épisodes qui s'en viennent, super intéressants. Si vous croyez qu'un épisode peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, partagez-le. L'autre jour, on a eu un retour, un commentaire qui disait qu'un papa avait partagé le podcast avec sa fille, puis ça lui a ouvert un peu, elle cherchait un peu dans son cheminement de carrière, puis ça l'a vraiment aidé, puis ça l'a inspiré. Alors ça fait tout le temps chaud au cœur d'entendre ces affaires-là. Ouais, s'il y a des trucs qui vous intéressent, que vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas de le partager avec nous, soit sur les médias sociaux ou directement dans les commentaires. On va essayer de garder, puis de diriger notre podcast dans les veines qui vous intéressent, de savoir ce que les gens veulent entendre. Donc, laissez-nous savoir, on veut entendre de vous. Et donc, sans plus tarder, on part ça! Donc, bonjour, bienvenue sur le podcast. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc, peut-être commencer de donner on vous a introduit déjà, mais peut-être nous donner une petite idée de quel est votre parcours, de comment est-ce que vous êtes arrivé à la banque, qui vous êtes, puis quel est votre rôle à la RBC. Cool. Je peux y aller en premier. Vas-y, Aïcha, brise la glace. Brise la glace. Donc, moi, je suis CPA de formation. Donc, j'ai eu un passé en tant qu'auditrice dans un gros cabinet comptable. Puis, j'ai eu pas mal d'années à faire de l'audit, des missions d'audit, superviser le tout. Et par la suite, parce que pendant mes études à l'université, j'avais eu à travailler dans une institution financière. Puis, c'était tout le temps mon intérêt à retourner vers le financement, retourner plus proche des entrepreneurs. Tu sais, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je pense que je suis la seule qui a un emploi plus 9 à 5, on pourrait dire. Donc, dès que j'ai eu la possibilité, je suis venue rejoindre la Banque Royale. Différents rôles. Et là, maintenant, je suis directrice de compte au niveau commercial pour vraiment la spécialisation des médias et divertissement. Puis qu'est-ce que ça fait, directrice de compte? C'est quoi tes responsabilités? À quoi ça ressemble ton quotidien? Mon quotidien, c'est pas très, très routinier, je te dirais. Ça dépend vraiment des situations. J'ai beaucoup de clients qui ont du nouveau financement, des compagnies en démarrage qui m'approchent, qui ont des nouveaux projets de télévisuels. Donc, je suis vraiment beaucoup dans tout ce qui est production de contenu. J'ai beaucoup de clients aussi qui sont dans les jeux vidéo. Donc, c'est vraiment, il y a un aspect vraiment plus le financement pur, regarder les chiffres de l'entreprise, faire une analyse. Il y a aussi toute la gestion du quotidien. Il arrive des fois des petites choses. Est-ce qu'au niveau opérationnel, ils ont besoin d'aide, d'autres besoins? Donc, toute cette gestion-là avec les clients, puis aussi à l'interne avec nos partenaires, parce que moi, on se dit des fois comme si on est un peu comme les quarterbacks à la banque au niveau commercial. Donc, on est vraiment en contact avec les différents départements, puis dépendamment des besoins du client, ben, on est à travailler avec d'autres partenaires pour y arriver jusqu'au bout, puis les aider dans leur croissance, vraiment. Ah, cool. Puis toi, Patrick? Ben moi, j'ai un parcours similaire un peu, mais je suis rendu conseiller en placement chez RBC Valeurs Mobilières.
Et puis, mon rôle, ça consiste à gérer de l'argent pour des clients fortunés, des entrepreneurs qui ont fait des exits ou pre-exit. Mais j'ai commencé au commercial, moi aussi à la banque. J'ai aidé des entrepreneurs à l'extérieur de Montréal, à Montréal, dans le tech spécifiquement aussi, en fin de carrière au commercial. Donc, aujourd'hui, je connecte beaucoup avec le commercial, puis c'est vraiment d'entourer les familles, puis de faire croître l'argent des entrepreneurs, puis m'assurer aussi de... Tu t'as passé du financement, puis là, maintenant que tes clients ils ont de l'argent, là, tu le places. C'est ça, je le place, puis on les assure, puis on s'occupe aussi de la gestion de patrimoine familial. Cool. Fait que, on va commencer vraiment avec nos questions parce que le but du podcast, c'est vraiment d'éduquer les gens, les entrepreneurs, soit que sont en démarrage ou que peut-être que veulent amener leur entreprise à une phase un peu plus avancée, qui ont besoin de peut-être faire affaire avec la banque, d'aller chercher du financement, d'un peu les guider à savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une banque? Quel genre de... Moi, je suis entrepreneur, je me lance. Quel genre de financement est-ce que la banque peut m'offrir? Oui, puis ça, c'est une grosse question, surtout pour une banque comme la Banque Royale. Ouais. C'est immense. On est la première au Canada, donc c'est sûr qu'on a des dizaines, peut-être même des centaines de produits, de services qu'on offre. Donc, je peux comprendre que quelqu'un s'y perd et arrive dans une succursale et ne sait pas trop où aller. Mais en termes de produits, c'est vraiment varié. Donc, on peut penser à quelque chose de plus standard comme une carte de crédit, une marge de crédit, mais après, il y a des produits vraiment plus sophistiqués comme on a des produits qui permettent aux clients de se protéger contre les fluctuations de taux de change, par exemple, ou des produits pour les protéger contre des fluctuations de taux d'intérêt. Des produits pour les aider à rassurer leurs propriétaires qui vont payer leur loyer, donc pas nécessairement devoir mettre des gros dépôts. Donc, c'est des lettres de garantie qui peuvent être mises en place. C'est vraiment varié. Dans mon domaine, je pourrais dire plus précisément en médias, on a des produits, des prêts à terme, des prêts qui s'amortissent sur une certaine période. En général, c'est moins d'1 an. Pour permettre à l'entrepreneur de recevoir en valeur ses crédits d'impôt tout de suite, ou quelque chose qui se fait payer beaucoup plus tard, parce que des fois, ça peut aller jusqu'à 9 mois, 1 an. Payer maintenant, recevez plus tard. Exactement. Donc, c'est vraiment varié. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur. On a plein de spécialisations à la banque, donc on s'adapte. Il y a des gens qui sont surpris de savoir qu'on peut financer des améliorations locatives, mais ça se fait, puis ça se finance même jusqu'à 100%. Donc, c'est vraiment varié. C'est pour ça que c'est super important d'aller voir son banquier, puis poser la question, puis après, il peut te guider vers la bonne personne. Puis, est-ce que tu peux... tu sais, tu es une entreprise, là, on pense souvent... Tu es spécialisé en techno. Tu sais, on n'a pas grand-chose. On est une jeune entreprise qu'on se lance. On veut développer un jeu vidéo, par exemple. On a besoin d'argent, payer des salaires, parce qu'on n'a pas justement les fonds pour payer les salaires, pour peut-être éventuellement aller chercher la R&D. Mais même avant qu'on fasse notre demande de R&D, est-ce que la banque est prête à passer de l'argent à des gens qui débutent? Est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de plusieurs années d'existence ou... Bien, c'est certain qu'il faut quand même que la personne, l'entrepreneur, ait son expérience à lui. Donc, qu'il ait son plan d'affaires, qu'il sache vers où il veut s'en aller. Puis, une fois qu'il a ça sur pied, il peut se présenter à une banque et là, on regarde. Donc, dépendamment des situations, des fois, peut-être que c'est vraiment plus tôt dans le cycle de vie. Puis, il y aurait peut-être une autre institution financière, un autre partenaire qui pourrait être plus adapté pour l'aider dans cette phase-là de sa croissance ou dans son démarrage. Donc, on est une banque, mais il y a d'autres institutions financières aussi qui sont dans l'écosystème qui peuvent vraiment beaucoup aider les entrepreneurs à différentes étapes. Donc, c'est vraiment toujours une question de savoir c'est quoi le besoin, puis quelle institution financière mettre ou plusieurs ensemble. Donc, on travaille aussi tous ensemble. Ah ouais, c'est ça. C'était une autre de nos questions, là, que surtout Anthony avait. Du fait, on se demandait, un entrepreneur en partant, est-ce qu'il va voir le BDC? Est-ce qu'il va voir... Ou est-ce que vraiment la première étape, c'est d'aller rencontrer quelqu'un,
Puis là, chez RBC ou tu es un conseiller financier, de voir, bon, quel est mon état, on fait une analyse de dossier, puis ensuite, ensuite on se fait dire, bon, mais on a tel produit de disponible. Ouais. Est-ce qu'on va vous voir en premier? On va-tu voir, ou est-ce que tu es mieux d'aller voir les partenaires en premier? C'est quoi l'étape, là, la marche, la marche à suivre étape 1? Je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que ça dépend de la relation que tu as avec un des partenaires. Donc, si tu as un bon contact, je sais pas, avec ton partenaire en gestion de portefeuille comme Patrick, tu pourrais commencer à aller voir Patrick, puis après Patrick, à la banque, à l'interne, il est capable de te diriger vers le bon département. Si tu as un bon contact avec ton banquier, moi, je nous vois comme des conseillers stratégiques. Donc, vraiment, si tu fais confiance à ton banquier puis tu as une bonne relation, tu commences par lui, puis ton banquier va être capable de te dire les autres partenaires qui font partie de l'écosystème aussi. On est conscient de tous les produits qui sont disponibles pour les entrepreneurs. Donc, si on se rend compte qu'il y a un produit qui serait comme plus adapté pour l'entrepreneur, c'est certain qu'on va le mettre en relation avec ce partenaire-là, puis l'entrepreneur s'en retrouve gagnant parce qu'il y a plein de partenaires autour de la table qui l'accompagnent dans sa croissance. Ouais, OK, cool. Ça, c'est bon à savoir que on peut justement aller chercher un partenaire. Puis, est-ce qu'il y a, quand tu te présentes à la banque, est-ce que tu as un directeur de compte qui t'est associé? As-tu un contact? Comment est-ce que tu développes cette relation-là avec le banquier? Oui, c'est compliqué. Ça peut paraître compliqué. Oui, parce qu'on voit, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu sais, des fois, tu arrives et tu vois la RBC, tu appelles le numéro général. Ouais. Mais tu sais, tu n'as pas le 1 à 1 avec ton banquier, cette relation-là. Ou c'est-tu dans la succursale la plus proche de chez nous? Ça pourrait commencer par la succursale où on a ouvert notre compte, aller parler aux personnes là-bas, dire ce qu'on aurait besoin. Puis si la succursale n'est pas capable de fournir les services ou les produits, eux, ils sont conscients de ce qu'il y a d'autre à la banque. Donc, ils vont être en mesure de le mettre en contact avec au niveau commercial, par exemple. Moi, je suis au commercial. Donc, ça m'arrive souvent que des personnes à la succursale me mettent en contact avec leurs clients pour me dire « Ah, il y a ce client qui aurait besoin de ce prêt. » Puis eux, ils sont pas capables de le faire au niveau de la succursale. Donc, ils le transfèrent au niveau commercial. Puis moi, après, je peux regarder si c'est vraiment dans mon département. On a d'autres départements. On a le corporate. Et, ça continue, dépendamment. Ça peut aller jusqu'à des millions et des millions de prêts. Donc, dépendamment de ce que le client a besoin de l'entrepreneur, je pense juste poser la question à l'interne, les personnes vont être capables de le diriger vers la bonne personne. Puis, à partir du moment où l'entrepreneur a atteint un certain niveau d'avoir des prêts, c'est là qu'il commence souvent à avoir une personne qui est un peu plus attitrée. Okay. Peut-être dans les débuts, quand il va à la succursale, juste déposer des chèques puis il n'a pas de prêt, c'est certain qu'il n'aura pas nécessairement une personne attitrée spécifique, vu que ses besoins sont peut-être un peu moins complexes. Mais est-ce que c'est important de développer cette relation-là avec le banquier quel impact est-ce que ça peut avoir sur la décision que le prêt soit accordé ou non, le financement, d'avoir cette relation-là de 1 à 1. C'est-tu juste un examen des chiffres ou il y a peut-être un aspect plus subjectif à l'examen de l'entreprise, de l'idée, de l'État? Oui, non, c'est super important la relation. Patrick peut le confirmer quand tu étais directeur de compte. C'est certain que... C'est sûr que dans son ensemble, là, le plus qu'on a de connexion à l'intérieur du réseau bancaire, le mieux que c'est. Ouais. On est tous des humains. C'est une game de confiance. Puis en même temps, au niveau du comptable, ça peut être une très bonne porte d'entrée aussi parce que des fois, son comptable, il y a déjà beaucoup de contacts à l'intérieur de la banque. Donc, on peut savoir exactement où justement avec qui vous matchez pour que ça aille plus vite. Donc, c'est ça. Souvent, je dis, quand j'étais dans ton rôle, je disais aux clients, aux prospects, des fois, avez-vous parlé à votre comptable de ça? Puis, ça l'aidait pas mal. Parce que c'est ça, les chiffres, ils ne parlent pas tout seuls. Il faut les faire parler. Puis, derrière des états financiers, il y a une histoire. Donc, des fois, dépendamment à quel point les états financiers sont faits d'une façon plus poussé, c'est juste plus artisanal. Ouais, est-ce que c'est un avis au lecteur? Le terme a changé, je pense. Non, avis au lecteur est encore bon. C'est encore bon. C'est encore les gens. C'est encore valide. Donc, est-ce que c'est un avis au lecteur? Est-ce que c'est une audit? Donc, dépendamment de à quel point les états financiers sont sophistiqués puis plus détaillés,
on peut pas dire qu'un entrepreneur peut pas se présenter juste avec ses états financiers et penser qu'ils parlent de eux-mêmes. Il faut qu'il ait cette relation avec son banquier, qui puisse lui expliquer les opérations, mettre des mots sur ces chiffres-là, lui dire voici ma réalité telle année, mais là en ce moment je suis rendu ailleurs, voici où est-ce que je vais m'en aller. Donc c'est super important d'avoir une relation avec son banquier. Oui, puis en même temps, le plus que la présentation est bonne, le plus que l'entrepreneur a des chances d'avoir son projet. Le plus qu'il vient préparer, le mieux c'est pour lui. Totalement, parce que dans le fond, ça montre de son sérieux, à quel point il est organisé. Donc, c'est des petits éléments aussi qu'on peut pas toucher, mais que ça fait partie aussi de l'évaluation à la banque. Puis, tu sais, toute entreprise, on pourrait dire un peu son bulletin de notes. Et même sur un bulletin de notes, quand on était plus jeune, la professeure allait mettre des notes pour expliquer ce qui s'était passé. Donc, c'est tout aussi important à la banque. Les états financiers, c'est sûr que les chiffres, c'est important, mais l'histoire derrière, la vision d'entreprise, comprendre, voir que l'entrepreneur il est organisé, qu'il a un plan dans sa tête, c'est quoi son expérience, tout l'aspect qualitatif, il est vraiment super important aussi. Donc, vous avez votre mot à dire quand même là, dans l'approbation puis dans le comment est-ce que ça va. C'est pas moi qui approuve. Non, mais t'as un mot à dire d'apporter dans le fond, l'histoire. C'est toi qui rapportes l'histoire du client. Exactement. C'est moi qui la rapporte, puis plus je la comprends, mieux c'est pour l'entrepreneur, parce que tout le monde s'en retrouve vraiment gagnant dans ça, parce qu'au niveau de l'approbation, ils vont bien comprendre où est-ce que l'entrepreneur s'en va, puis au fur et à mesure des années, ils vont voir comment, OK, c'est ce qu'il nous avait dit qu'il allait mettre en place, qu'il est en train de faire. Puis, en tant que directeur de compte, si je comprends bien, mais je peux mieux mais comme mieux expliquer les besoins de l'entreprise. Donc, c'est tout un cercle où tout le monde doit se faire confiance puis comprendre le point de l'autre. OK. Ouais. Et puis, exemple, moi, je suis un entrepreneur, je vais pour avoir un prêt. Quelle sorte de garantie est-ce qu'on peut me demander ou, quelle contribution un entrepreneur doit amener? Est-ce que c'est juste qu'il doit avoir une certaine mise de fonds ou... parce qu'on pense que c'est pas toutes les entreprises qui ont des actifs beaucoup. Là, c'est plus dans la tête ou dans les idées. Donc, quelle sorte de garanties sont... Est-ce que j'imagine que ça dépend des produits aussi? Là? C'est sûr que ça dépend des produits, mais en même temps, on va dire, dans le cas d'une compagnie plus innovante en tech, qui investit beaucoup dans la masse salariale pour développer des produits plus innovants, on est chanceux au Québec, on a le crédit d'impôt pour pouvoir aider les entrepreneurs à... compenser un peu toutes ces dépenses qu'ils ont à faire en salaire. Là, à ce niveau-là, quelqu'un qui aurait besoin de financer et recevoir maintenant les crédits d'impôt qu'il recevra plus tard, là, on prendrait, c'est sûr, des garanties sur les crédits d'impôt. Je pense à une compagnie en manufacturier qui produit beaucoup d'inventaire. On va prendre des garanties probablement sur les actifs de l'entreprise, donc c'est son inventaire. Une entreprise qui vient de commencer, c'est certain. Je suis sûre que les personnes qui écoutent ça, puis un entrepreneur, tout le monde pense en garantie, on pense surtout au cautionnement personnel, la fameuse caution personnelle qui semble pas être très aimée, mais le but, c'est pas de la mettre dans tous les financements qu'on fait. C'est vraiment, ça dépend de chaque entreprise, du bulletin de notes de chaque entrepreneur, du niveau de risque, du niveau d'endettement de l'entreprise. Donc, c'est plein de facteurs qui font en sorte que pour que la banque, on a tous notre appétit au risque. Notre taux d'intérêt il est peut-être plus bas que d'autres institutions financières, mais c'est une raison, ça aussi. C'est parce que notre appétit pour le risque est peut-être différent de d'autres institutions financières. Donc, c'est ça aussi pour tout mitiger ça. Des fois, ça se peut qu'il y ait des cautions personnelles, des fois non. Des ratios financiers à respecter aussi, dans bien des cas. Ça aussi, absolument. Pour des prêts qui sont sur une longue période, on veut s'assurer qu'il y a une certaine profitabilité qui reste, puis que l'entrepreneur n'est pas nécessairement juste en train de tout sortir en dividendes, puis on veut qu'il y ait un certain réinvestissement dans l'entreprise pour qu'elle puisse continuer à croître et soutenir sa croissance. Donc, c'est tout ça qui sont mis des fois en place dépendamment du financement, dans le fond. Okay. Puis, si je me souviens bien, on regardait aussi le fait que s'il y avait un investisseur aussi derrière la compagnie ou quelqu'un qui avait des sous pour aider l'entrepreneur à démarrer, ça l'aidait beaucoup. Ça rajoutait un plus. Oui, de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont un intérêt à ce que ça survive. C'est ça, exactement. Pas nécessairement avec du contrôle ou
peu de contrôle, mais en tout cas, quelqu'un qui était prêt à supporter ou... Juste pour avoir accès à d'autres fonds aussi, parce que le but, c'est pas nécessairement que la banque prenne la place de tout le monde et qu'elle couvre tous les besoins financiers et de financement de l'entreprise. La banque joue son rôle. Une partie des besoins en financement peuvent provenir de la banque, mais les autres portions doivent venir aussi de l'entrepreneur, de son entourage. C'est la famille, des fois, qui aide aussi, des amis, d'autres institutions financières, des venture capital, des fois. Des fois, ça peut être un client qui croit, puis qui passe une précommande. Donc, des fois, les clients peuvent agir aussi. C'est un bon point, donc, c'est vraiment, comme elle dit... j'ai un vendeur en bout de ligne, là, c'est juste que j'ai besoin de le produire là, pour lui vendre. Là. Exactement. C'est une garantie de commande. C'est un bon point. Puis justement, c'est une question que j'avais de quand est-ce qu'il est trop tôt pour aller contacter son banquier? Si moi j'ai une idée, je suis en train de bâtir mon plan d'affaires, est-ce que c'est une possibilité d'aller voir le banquier justement puis de dire, écoute, j'ai un trou là, tu sais, comme il y a une variable là, dans mon plan d'affaires qui me manque, c'est que j'ai besoin d'acheter de l'équipement. Tu sais, mais je suis pas incorporé, je me suis pas lancé encore, mais est-ce que c'est possible d'aller voir son banquier ou faut attendre devant le fait accompli d'aller voir le banquier? Je pense qu'il faudrait, pour toute entreprise qui vient de commencer, avoir un plan d'affaires déjà pas mal fini. Je pense que c'est quand même important de l'avoir monté pour venir commencer la discussion avec son banquier puis parler des besoins qui pourraient venir. Puis là, à partir de là, le banquier pourrait diriger pour dire qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est réaliste qui pourrait être fait à travers la banque versus peut-être une autre institution financière. Est-ce qu'un BDC pourrait investir directement dans le fonds de roulement aussi? On a d'autres financements, par exemple, je pense aux commerçants de détail. Des fois, ils ont besoin de financer l'équipement. Donc, il y a des programmes qui existent, des produits avec du financement qui est garanti par le gouvernement, donc qui permet de prendre un peu plus de risques pour des compagnies en démarrage. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que la première étape, c'est vraiment se connaître son produit, avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va. Donc, quand même un plan d'affaires. Avec un plan d'affaires, mais tu sais, des fois, les gens sont comme, écoute, je me lancerais, mais mon plan d'affaires... Combien d'argent je peux aller chercher, ou je suis pas sûr à quel taux. Avoir des idées générales, j'imagine. C'est bon d'être capable d'aller voir son banquier puis que cette personne-là te réfère justement à peut-être d'autres produits, là, pas nécessairement à l'interne de eux, mais exactement. C'est bon à savoir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de banquiers qui vont te retourner et te dire retourner de bord. Étouffe ici. T'as pas rapport. De base, avoir son plan d'affaires, c'est sûr, mais une fois que le plan d'affaires est là, poser des questions, juste avoir une conversation, je pense que c'est super bon d'avoir ce réflexe-là, de penser à parler à son banquier ou aller en succursale, du moins, si on n'a pas de banquier attitré, puis juste demander peut-être pour avoir un conseiller qui pourrait nous aider. Puis, en termes de délai moyen pour obtenir un financement, on parle de... Je sais que ça doit être variable, évidemment, là, dépendamment tout le temps, mais règle générale, ce serait quoi selon vous? Ça n'existe pas vraiment, règle générale, à la banque. J'ai déjà eu à avoir des financements qui se sont mis sur pied de A à Z en comme 72 heures pour du financement d'équipement. Fait que ça peut aller super vite. Quand on a déjà la relation avec les clients, surtout, je crois que ça prend un peu plus de temps quand c'est dans les débuts. Donc, commencer à mettre la base de la relation, obtenir toute l'information, comprendre c'est quoi l'entreprise, comme je disais, faire parler les mots. Tout ce processus-là de développer la relation avec son banquier, je pense que c'est ça qui est le plus long. Vraiment plus que la portion de soumettre et d'avoir préapprouvé. C'est vraiment toute cette phase-là qui est vraiment plus longue. Puis une fois que ça c'est fait, après, dans le futur, si l'entrepreneur a d'autres besoins, ben c'est des choses qui peuvent venir vraiment rapidement. Puis tout dépend aussi à quel point l'entrepreneur est sophistiqué dans l'information qu'il est capable de fournir. Donc, est-ce qu'il est bien entouré avec un bon comptable pour lui fournir toute l'information le plus rapidement possible? Quand on demande des états financiers à jour, est-ce qu'il est capable de les obtenir? C'est toutes des questions comme ça qui vont faire qu'un financement qui pourrait sembler sophistiqué peut se faire très rapidement et quelque chose de super simple pourrait prendre beaucoup de temps parce qu'on n'a pas l'information. Un peu comme si on va pour acheter une maison, c'est un genre de préapprobation, d'avoir déjà la relation qui est mise en place. Le banquier connaît l'entreprise, les informations
Il y a déjà une note. Jusqu'à un certain point, les informations sont Moi, je vois ça déjà un peu comme un élève, ou pas un élève, mais quelqu'un qui aurait une note, exemple, de A. Puis là, il demande un peu plus d'argent. La banque dit, ben oui, pourquoi pas. À date, t'as tout, ça marche tes trucs. L'historique est là, on est capable, on a déjà la relation. Donc, c'est sûr que ça va beaucoup plus facilement, surtout au niveau de l'approbation. C'est beaucoup plus facile à expliquer. Il y a moins d'informations qui est demandée parce qu'on a déjà l'historique, on voit comment l'entreprise a géré jusqu'à présent. C'est sûr que ça va prendre vraiment plus de temps. Par contre, quand c'est un nouveau client, c'est juste par principe que de développer la relation, comprendre. C'est super important de comprendre l'entreprise. Donc, moindrement qu'on a un potentiel de croissance, qu'on a des idées de croissance, parce que des fois, ça peut être quelque chose qui arrive assez rapidement. Là, j'ai une opportunité d'acheter mon compétiteur ou j'ai une opportunité d'aller chercher des trucs en précommande. J'ai un fournisseur qui va faire faillite. Là, donc, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver rapidement, mais à quel point, alors, est-ce que vous recommandez de développer la relation avec le banquier pour que, justement, ce soit déjà sur pied, là? Je pense, comme je disais, dès le début, peu importe le niveau, même qu'on ouvre un compte bancaire, juste commencer à avoir des conversations, parler de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on pense qui s'en vient. Ouais. On peut pas prédire le futur. On peut pas prédire, mais comme... Au moins en discuter. Juste au moins en discuter, commencer à avoir peut-être quelques produits financiers, juste pour comme... Un peu comme quand on commence à établir notre code de crédit, on dit tout le temps de commencer à avoir quelques produits, comme juste pour qu'on puisse voir un peu comment l'entreprise se comporte. Mais après, c'est certain que quand une grosse transaction comme ça arrive de nulle part... Tout le monde s'active pour être le plus rapide possible puis rencontrer les deadlines. 72 heures, c'est assez rapide. Là. Je te dirais que pas que pour une acquisition, ça pourrait être possible. Mais l'acquisition, c'est rarement... Les délais sont pas aussi serrés que ça. Il y a personne qui achète une entreprise en dans 72 heures, mais on parle de peut-être 1 ou 2 mois. Si on n'a pas la relation, on n'a même pas idée de savoir... Écoute, ça m'intéresse de t'acheter, mais je suis même pas sûr qu'il y a personne qui va me passer cet argent-là. Donc, d'avoir la relation déjà, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Puis aussi, si on veut se faire acheter un jour, comment on est structuré, puis là, c'est super important d'avoir une conversation aussi. Exact. Oui, puis c'est une bonne transition à une autre question qu'on avait qui était qu'est-ce que, à part le financement, qu'est-ce que, vous dites vous êtes des partenaires stratégiques, qu'est-ce qui sont les autres choses que les gens savent peut-être pas de la banque, là, ou comment est-ce que vous pouvez les aider? Oui, c'est ça. Dans tout ce qui est, moi j'appelle le exit planning, là, c'est super important de se préparer à l'avance. Il y a des raisons fiscales pour le faire. La banque, elle offre aussi des services de courtage où on peut vendre l'entreprise à 100%, créer de la friction dans le marché pour justement augmenter le prix de l'entreprise. Fait que si on combine ça avec un bon exit plan, donc fiscalement, on va s'en sortir mieux. Puis c'est la même chose dans mon industrie. On peut voir des compagnies et des secteurs devenir très chauds. Et puis, il faut être prêt pour ce moment-là parce que ça se peut que vous recevez une offre stratégique. Donc, on dit « je veux pas vendre ». Par contre, tout le monde a un prix. J'ai vu toutes sortes d'affaires dans mon passé qui me permettent de dire ça avec grande confiance. Alors, ça c'est quelque chose qu'on peut aider les entreprises. En même temps, on veut les aider à garder leurs employés avec tout ce qui est REER collectif, assurance collective, et puis aussi en termes de protection de leurs employés clés, protection de partenaires, donc l'assurance partenariat. Alors, tout ce journey jusqu'à la sortie, donc de concert avec le commercial. Ouais. On peut même regarder des entreprises qui ont peut-être un peu, où l'entrepreneur a trop de risques dans sa propre entreprise. Okay. Où il y a trop de billes dans son entreprise. Là, on part des startups à j'ai trop de billes dans mon entreprise. On est ailleurs. Là. On est ailleurs, là, tu sais, mais ça arrivait des situations où l'entreprise avait atteint un niveau de maturité, puis nos partenaires du commercial ont fait des prêts pour qu'on puisse sortir un peu de risque de l'entrepreneur dans sa propre entreprise et en combinaison avec la banque, puis amener de l'argent dans sa compagnie de gestion, par exemple.
Ouais. Donc là, ça faisait un beau bas de laine pour une entreprise qui peut, disons, soit être vendue aux employés ou quoi que ce soit. Alors, de retirer un peu tout ce qui est liquidité de la compagnie opérante vers les sociétés de gestion. Oui, c'est ça. Ça peut être fait, évidemment, exactement. Ça, c'est avec le fiscaliste puis le comptable là, qu'on fait ça en partenariat. Puis justement, là, après ça, quand il y a des excès de liquidité, là, à l'opposé de ce qu'on parle depuis le début, là, mais là, vous pouvez aussi les aider pour tout ce qui est placer cet argent-là, parce que les gens peut-être ne le savent pas, mais on peut investir soit dans des marchés financiers, à la bourse, ou peu importe, là, avec une société, là, sans... Oui, exactement. Donc, c'est possible. Encore là, il y a tous les critères de risque de l'entrepreneur. Quel type de risque vous voulez prendre? C'est quoi la durée aussi du risque? Alors, Puis, est-ce que toi, tu gères des clients qui sont corporatifs seulement? Tu gères le client à tous les niveaux, le personnel, corporatif? Oui, exactement. Donc, moi, j'ai une licence là, vraiment pour gérer... pour placer de l'argent pour soit les compagnies ou le particulier. Puis j'ai accès à beaucoup de marchés. Puis comment est-ce que ça fonctionne si, par exemple, moi, j'ai un compte avec Aisha parce qu'ils m'ont fait un prêt pour la société opérante, mais je souhaite investir aussi là, dans ma compagnie de gestion. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que entre les différents départements. Oui, entre les départements, qui est ma personne clé, qui est ma personne ressource? Est-ce que c'est Aisha? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les deux? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, si l'entrepreneur donne l'autorisation de se parler, puis Aisha a besoin d'informations de moi, de mon côté, on peut commencer à se parler, puis on peut échanger des documents. Mais tu sais, ça prend une autorisation formelle, sinon on peut pas, justement. Il y a un Chinese wall, ouais. OK, il y a quand même... même à l'interne, là, pas de sollicitation. C'est bon, tu te fais pas solliciter par toutes les personnes à la RBC qui veulent aller chercher un client. Là, d'ailleurs, nous, on est une filiale à la RBC, donc c'est séparé. On n'a pas accès à leur data. Oui, tout le data. OK, c'est bon, c'est décentralisé. Là, OK. C'est bon à savoir. Là, je pense que les gens... La protection de la vie privée, c'est clair. Chez nous, c'est une valeur c'est important, primordiale. Avec, on est quand même... Moi, je suis habitué quand même à dealer avec ça, mais là, je sais que quand on parle avec les banques, c'est tout autre chose. Ça arrive même des fois qu'on a des transactions avec des clients que les deux sont à la banque. Donc, ça, c'est super important de, comme je disais, mettre un Chinese wall, puis qu'on est vraiment en train d'analyser ça séparément. Donc, même si on est au sein d'une même banque, on est vraiment en train de faire l'analyse du côté acheteur puis côté vendeur, comme si on n'avait pas de l'information nécessairement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir deux clients qui comme transigent ensemble, puis les deux c'est tes clients que tu... Oui, non, ça arrive, mais c'est ça. Faut faire attention comment tu parles, parce que c'est sûr, la vie la confidentialité est super importante, fait que tu fais super attention, on regarde toujours pour s'assurer qu'il n'y a pas d'informations qui fuitent, mais ça arrive, surtout dans mon domaine, en médias, des fois il y a des clients qui sont dans le même c'est un petit monde, c'est dans le même écosystème. Donc, c'est certain, je mentionne jamais le nom de mes clients. Donc, c'est une habitude à prendre, là, surtout de... Tu jases un peu de la vie, puis t'es comme, faut pas que je parle de ça, je garde ça pour moi. Vous avez déjà arrivé qu'un client me disait comment tel client, à telle personne, je fais affaire avec lui, puis tu sais, je peux pas faire poker face, je peux pas commencer à dire, ben oui, c'est mon client. Je sais, je connais. C'est confidentiel, fait que non. C'est super important pour nous. Puis, petite question de champ gauche, c'est quoi chacun votre partie préférée de... Tu sais, je pense que c'est un peu comme CPA, là. Moi, je suis habitué de le voir, mais tu sais, les gens, devenir banquier, c'est pas quelque chose que... Il y a personne qui, tu sais, quand qui est jeune, là, qui dit « Ah, je veux devenir banquier » ou tu sais, qui joue au banquier, là, ben, peut-être un petit peu. C'est la même chose pour CPA. Monopoly. C'est ça, mais exactement. C'est pour ça que moi, je suis habitué de le voir. Puis des fois, quand je raconte aux gens qu'est-ce que je fais dans une journée, les gens sont comme « Ah, OK, fait que finalement, tu fais pas tant des mathématiques. » Je fais zéro des mathématiques, là, tu sais, je parle plus de... Je passe plus de temps au téléphone que quelqu'un dans un centre d'appel, des fois, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je le dis, qu'est-ce qui est votre partie préférée de devenir banquier? Quelque chose que peut-être vous... les gens savent pas. Si je peux, moi, j'ai commencé à la banque comme programmeur.
OK, wow. Là, on recule loin. Ouais. Et puis, c'est ça c'était en 2003. Puis, je voyais les directeurs de compte commerciaux avec des clients, puis en train de faire, avoir de l'impact sur des vies des gens. Et puis ça m'a drivé à sortir du département de marketing où je programmais pour du BI dans ce temps-là. OK. Et puis, c'est un peu le pré-AI, là, sans tout le buzz. Mais on avait de l'intuition, on sortait des choses, puis on arrivait avec des belles analyses. Mais à un moment donné, l'impact, c'est toujours avec l'entrepreneur ou la personne avec qui la banque fait affaire. Et puis, c'est devenu ma passion au fil du temps. OK. Puis, la relation avec le client, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai toujours continué au commercial à aider des entreprises à créer de la richesse. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était quelque chose créer des emplois. Il n'y a pas un directeur de compte qui voulait pas prêter ou pas aider. C'est définitivement, on est là pour les entrepreneurs. Ouais, parce qu'au final, le succès des entrepreneurs, c'est le succès de tout le monde. Bien, la banque, son motto en ce moment, c'est d'aider les communautés à prospérer. OK. Et puis, donc, c'est dans notre ADN. Puis, aujourd'hui, en shiftant du côté placement, bien, je peux maintenant continuer avec les entrepreneurs, peut-être ceux que j'ai aidés ou d'autres, à continuer dans leur cheminement, puis penser à la passation de leurs actifs, puis etc. Donc, c'est une piqûre que tu as à un moment donné, parce que c'est la partie, moi, je trouve la plus intéressante de la banque, c'est d'être avec les clients. C'est vrai, c'est vraiment ça que j'allais dire, le relationnel, c'est ce qui est super important dans une ère numérique comme maintenant, où on est capable d'automatiser certaines choses, de faire à distance, on est capable maintenant d'ouvrir des comptes bancaires à distance, tout ça, voir si on est préapprouvé pour un prêt à distance. Donc, il y a tellement de choses qui sont automatisées, mais qu'est-ce qui reste comme base que je pense que ça va être difficile à détrôner, c'est le relationnel. Puis c'est vraiment ce qui me plaît le plus. La relation avec le client, comme moi aussi, je fais pas beaucoup de mathématiques. Non, exactement. Peut-être un peu plus dans mes anciens rôles, plus dans l'analyse. Compte pas de l'argent comme banquier. Là. Non, je compte pas de l'argent. C'est pas comme au Monopoly. Non, c'est pas comme Monopoly. Mais c'est surtout le relationnel. Donc, je suis beaucoup au téléphone. Je peux comprendre pourquoi tu dis un centre d'appel. Ouais. Je suis beaucoup au téléphone, en vrai aussi, à rencontrer dans la mesure du possible avec COVID en ce moment. Dans les 2 dernières années, c'est un peu moins vrai. Ça s'est baissé un peu, mais là, on recommence tranquillement à être capable de rencontrer certains clients. Ouais. Donc, c'est la partie qui me plaît le plus. Puis, non, c'est ça. Parce que moi, je le vois, puis je pense qu'il y a une connotation un peu de, tu sais, la banque, c'est comme le gros méchant, mais ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que, tu sais, la banque, si tu fais des placements, comme admettons avec Patrick, la banque va prendre une cote sur le rendement que tu vas faire. Fait qu'ils ont tout intérêt à ce que tu fasses des bons rendements. Même chose avec le prêt, la banque fait de l'argent quand ils te prêtent de l'argent. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils veulent te prêter de l'argent. Là. C'est pas comme si, non, je suis prêt d'avoir un prêt, la banque ne veut pas me prêter de l'argent. Mais la banque veut même plus que toi te prêter de l'argent. C'est comme ça qu'ils font leur propre rendement. Puis si tu fais un défaut sur ton prêt, bien, tu sais, la banque, elle va pas faire un profit là-dessus. Là. La banque veut que tu prospères, puis que tu sois capable de rembourser ce prêt-là, puis que tu sois capable de, justement, après ça, te transférer à Patrick pour aller investir tes profits. Fait que je pense que c'est l'aspect que les gens... redoutent ou sont stressés ou... Ouais, ou tu sais, qui pensent pas le fait d'avoir, justement, le relationnel avec la banque, de dire comme, écoute, tu peux faire confiance à des gens, puis développe cette relation-là, ça va t'aider dans le futur. Ouais. C'est pas juste une grosse machine à saucisses, là. Il y a des gens à l'intérieur de ça qui vont pouvoir t'aider, puis qui vont pouvoir... On peut les guider, puis c'est vraiment ça, pas avoir peur de nous, puis juste nous parler quand ça va bien, puis avoir peur quand ça va moins bien. Ouais. J'en entendais quand j'étais plus jeune aussi, c'est comme la banque va juste être là quand ça va bien, puis fait que prends le plus que tu peux, puis sinon, après, mais... En même temps, quand ça va moins bien, c'est là que c'est important aussi d'avoir cette relation puis en parler parce qu'on ne sait jamais, des fois, notre réalité qui va moins bien, on ne sait pas qu'il y a des produits qui pourraient nous aider à pouvoir passer à
travers, comme quelqu'un qui est vraiment serré dans ses liquidités, puis qui comprend pas pourquoi. Puis là, en parlant avec son banquier, mais c'est déjà arrivé, un client qui avait eu à acheter de l'équipement et tout ça avec un moment où il y avait beaucoup de liquidités. Puis là, financer les comptes à recevoir aussi, des fois, c'est long. Plus tard, on va dire 6 mois plus tard, il se rend compte qu'il est super serré dans ses liquidités. Puis là, on analyse, puis on se rend compte, on pourrait refinancer ce que tu as eu à acheter il y a 6 mois. Wow. Donc là, ça te sort des liquidités. Donc, c'est pour ça que quand ça va un peu moins bien, c'est important d'en parler pour justement essayer de trouver des solutions. Puis si on est là, avant que ce soit trop tard, puis que là, t'es en défaut de paiement partout, puis là, il n'y a plus personne qui veut toucher au dossier. Là. Non, c'est ça. Faut en parler avant. Puis si quelqu'un a l'impression que c'est difficile d'obtenir des prêts, c'est peut-être la communication qui est moins là pour expliquer, faire parler les chiffres. Est-ce que c'est parce que l'entrepreneur lui-même, il est pas au niveau opérationnel, il n'est pas au courant s'il y a certaines choses qui fonctionnent moins bien puis qu'il pourrait mieux les communiquer avec son banquier. Il y a plein de choses qui pourraient faire en sorte que quelqu'un a l'impression peut-être que ça bloque au niveau de la banque. Parce que comme tu dis, si on pouvait prêter, c'est peut-être pas à l'infini, mais on voudrait prêter, c'est ça le but. Mais en même temps, il y a un niveau d'endettement que l'entreprise doit garder aussi puis qu'elle peut pas trop... Oui, évidemment. Il y a un raisonnement derrière, là, mais non, mais je pense, comme tu dis, là, d'avoir la relation avec le banquier puis d'aller de s'ouvrir à ça, même quand on n'en a peut-être pas besoin. Puis peut-être que on en a besoin puis qu'on le sait même pas, comme tu c'est ça, parce qu'on pense juste à des prêts typiques, une marge de crédit puis une visa, mais comme je te disais, il y a quelqu'un qui fait affaire avec l'international puis qui veut sécuriser certains de ses contrats ou que le taux de change puis que ça lui fait peur des fluctuations qui arrivent sur le marché. Parce que s'il en avait parlé avec son banquier, peut-être il serait rendu compte qu'on avait des produits aussi pour pouvoir l'aider par rapport à ça ou obtenir des garanties de d'autres partenaires comme un EDC de ce monde qui est vraiment dans tout ce qui les exportateurs, ceux qui exportent leurs produits, on est capable de leur faire un financement un peu plus risqué justement parce qu'on est capable d'obtenir des garanties avec EDC. Donc, c'est toutes des choses que faut pas assumer qu'on connaît tous les produits. Puis, il y en a des nouveaux qui se développent chaque année aussi. Donc, puis, est-ce que les produits sont tous publiés en ligne ou pas vraiment? Ou... Il y a beaucoup de généralités. Mais non, effectivement, c'est... Je pense pas qu'ils sont tous disponibles. Ou s'ils l'étaient... Les classes de produits, oui. OK. C'est ça. Ça, puis ça doit pas... Des fois, quand c'est sophistiqué, si on écrit lettre de garantie, c'est pas pour tout le monde qui comprend ce que ça veut dire comme produit. Donc... Il y a beaucoup de documentation aussi, là, sur le... Si tu vas directement sur le site de la banque, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux chercher ou quel produit exactement, parce que il y en a tellement que ça peut être... Il n'y a pas une liste là, comme A à Z de tous les produits, là, puis comment ils s'appellent. Là, des fois, ils ont des noms qui sont un peu spécifiques ou qui pourraient s'appliquer à toi, même s'ils sont destinés peut-être... Le nom en tant que tel sont peut-être marketés pour un autre genre de produit, mais c'est le même produit en bout de ligne. Oui, c'est ça. Ben, dans notre domaine, il y a je veux dire, des produits, il y en a illimités. Fait qu'en s'assoyant avec un conseiller, une conseillère dans notre domaine, c'est sûr qu'on sert à filtrer puis on regarde les risques à l'intérieur des produits. Quand on fait ça nous-mêmes, ça se peut qu'on soit... on ne sait pas dans quoi exactement ce produit-là investi. Il y a des produits qui sont bannis chez nous parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Donc, ça peut être dangereux. Alors, de notre côté, on prône vraiment la gestion des risques chez nous. C'est une des raisons d'ailleurs que le frais qu'on charge, peu importe, les marchés montent, baissent, nous autres, on fait de la gestion de patrimoine parce qu'on ne peut pas contrôler justement les marchés. Mais on peut contrôler dans le type de la classe de produits qui représente le risque, l'appétit du risque du client puis la longévité dans laquelle il veut investir. Avec ça, notre job aussi, c'est de les aider. Puis on a une clientèle aussi qui augmente en âge, donc qui peuvent être susceptibles aussi à toutes sortes de manipulations de produits différents qui n'ont pas d'historique, tout ça. Donc, on prend ça très à cœur de protéger les gens qui avancent en âge aussi, où tout le monde en fait. Donc, ça fait partie du cœur qu'on a pour les clients qu'on gère. Puis, la bienveillance. Et même de son côté, de pas...
on peut dire à un client, on va prêter ci et ça, mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de remboursement, la personne s'expose à des difficultés Ouais, tu veux pas à les court mettre terme et à long terme. On ne veut pas les mettre dans l'embarras. Donc, de notre côté, on fait la même chose. Je te dirais qu'on fait beaucoup de bienveillance. Puis, il y a beaucoup de nouvelles financières aussi. Il y a toutes sortes d'idées tous les matins, toutes sortes de nouveaux produits exotiques. Tout ça. Alors, il faut vraiment nous conseiller avant de regarder ça. Ouais, puis je pense que ça vient un peu aussi avec la pérennité de la banque, là, dans le sens où, tu sais, des banques... au Canada, on est quand même chanceux où est-ce qu'on a quand même la charte où on n'a pas des millions de banques là, comme ça peut se faire ailleurs, là. Mais d'avoir la pérennité puis l'expérience justement d'une grosse banque à charte comme la RBC, ils ont vu neiger. Là, fait que un nouvel entrepreneur qui arrive a quand même de l'expérience sur quoi il peut s'appuyer là, quand il va voir son banquier. Là, donc. Ça peut paraître difficile à comprendre de ne pas vouloir s'endetter à l'infini, mais c'est vraiment important. C'est toute la notion de levier d'endettement, de savoir c'est quoi le pourcentage de l'entreprise qui est endettée par de la dette pure versus de l'équité. C'est important parce que, dans le fond, des fois, des entrepreneurs veulent prendre le maximum de prêts possible, mais après, quand on a, justement, comme Patrick disait, on est là pour les aider aussi, puis leur conseiller, puis leur dire que non, à un certain point, il faut que tu arrêtes de prendre la dette, puis il faudrait que tu investisses, que tu injectes dans ton entreprise pour rebalancer ça, parce que dans les périodes où vont être plus creuses, parce que personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard, s'il arrive quelque chose, puis que l'entreprise était surendettée, ça peut leur mettre beaucoup de stress financier à ce niveau-là, donc garder la barre. Au contraire aussi, les gens qui veulent pas emprunter, ça aussi. des fois, moi je le vois des fois de dire, écoute, si tu empruntais, tu finançais ta R&D, ben peut-être que tu pourrais recevoir ton argent 6 mois plus tôt, engager un programmeur 6 mois plus tôt, donc avoir plus de salaire pour l'année d'après pour aller justement chercher plus de R&D, puis comme c'est un cycle qui va de plus en plus en s'améliorant, puis accélérer le projet, surtout quand on parle de jeux vidéo, écoute, le deadline, d'arriver au deadline puis de pouvoir sortir le jeu vidéo, ça peut être... non, c'est super important. Je comprends que des prêts, des fois, ça vient toujours avec un taux d'intérêt à rattacher, mais en même temps, tout l'upside qu'on peut avoir en ayant investi plus tôt, avoir plus de ventes et tout ça, donc ça vient totalement bénéficier l'entrepreneur. Donc, c'est une balance, un équilibre à essayer de trouver. Ouais, c'est super intéressant, puis je vous remercie d'être venu l'expliquer puis de donner... ça démystifie beaucoup. Ouais, absolument, parce que je pense que moi, je reçois toujours plein de questions là, par rapport à ça. Est-ce que, qu'est-ce que tu me recommandes? Puis, j'essaie de les guider un peu, mais je suis moins bien placé que vous-même, vous pouvez l'être. Là, donc, je pense que il y a beaucoup de gens que ça va éclairer. Puis, je pense que si jamais les gens ont des questions, ils peuvent toujours aller... entrer en contact avec vous, avec leur branche plus locale, là, dépendant de où est-ce qu'ils sont au Québec ou au Canada ou peu importe. Là. Fait que je vous remercie beaucoup pour d'être venu nous répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. C'était super le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Puis ça peut aider aux gens à démystifier un peu l'univers des banques. On est là pour les aider, là, pour les conseiller. Donc... ça nous fait plaisir. Oui, on est friendly. Ça, c'est sûr. On est friendly, on est là pour les protéger, faire fructifier. Puis on a leur intérêt à cœur, ça, c'est certain. Bon, super. Merci beaucoup. Merci. Merci.